Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pascal Hérault, journaliste et qui vient de quitter l'Opinion après 12 ans de présence sur les dossiers africains et pas seulement, puisqu'il a aussi suivi le Moyen-Orient. Bonjour Pascal. Bonjour Hichem Mani. Il y a tant de choses à partager avec vous, c'est-à-dire que vous venez de quitter un journal, vous avez un passé entre guillemets africain en termes de traitement journalistique. Vous avez écrit 2 livres, coécrit 2 livres, notamment Le piège africain de Macron, le dernier, et celui d'avant, France-Afrique, opération secrète et affaires d'État. Vous êtes vraiment sur des sujets qui vont nous concerner dans cette rencontre. D'abord, expliquez-moi les années l'Opinion, le quotidien Opinion, qui est un journal de qualité. Vous avez apporté une valeur ajoutée à ce journal. D'abord, expliquez-nous en quelques mots cette expérience. C'est simple, moi je sortais de 10 ans de journalisme à Jeune Afrique, où j'avais traité un peu toutes les zones de l'Afrique, et j'ai fait partie de l'équipe initiale, fondatrice, qui a lancé l'Opinion. J'ai été la dernière personne recrutée. C'était peut-être pas forcément la priorité, l'Afrique, par rapport au traitement de l'actualité française, ou même de l'Asie, etc. à l'époque. Mais à travers le temps, je crois qu'on a réussi ce défi d'intéresser nos lecteurs de plus en plus aux thématiques africaines, au développement de l'Afrique, aux questions économiques. Bien sûr, avec ces récurrences des crises sécuritaires aussi sur le continent qu'il a fallu traiter, et notamment l'impact que ça avait sur la France, parce qu'il y avait une armée française qui était très présente à l'époque, il ne l'est plus actuellement, et puis toutes les questions politiques et géopolitiques qui sont liées, parce que l'Afrique maintenant est très mondialisée, donc on n'est plus dans une relation simplement entre la France et l'Afrique. Avant de revenir sur un certain point pour les approfondir, mais j'ai envie d'abord de vous quitter ce journal qui a été racheté par Bernard Arnault, le groupe LVMH. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle stratégie à travers des patrons de grandes entreprises, mais ça change complètement la donne. On l'a vu avec Bolloré, c'est-à-dire qui a transformé sa galaxie en instrument de combat. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, explique cette concentration et cette nouvelle orientation ? C'est pas nouveau. Il y a toujours eu des hommes d'affaires, des grands patrons qui voulaient avoir de l'influence politique dans les pays où ils vivaient. Ils le font pour des raisons aussi économiques, notamment pour promouvoir le libéralisme, essayer d'avoir le moins de taxation possible. C'est un combat que mène Bernard Arnault, lui qui a un groupe qui n'a cessé de grandir, de se développer. Se diversifier. Bolloré est plus dans un combat idéologique, lui. Et Rodolphe Sadé aussi, avec le groupe CMA-CGM, qui lui aussi a un bel empire médiatique. Maintenant, ils sont 3 à avoir, pas tout, il y a aussi Drahi, il y a aussi Kretinsky qui ont aussi leurs médias, mais ils sont 3 principaux à avoir peut-être 60 ou 70% des quotidiens ou des radios ou des télévisions qui comptent dans ce pays. Oui, mais bon, on ne va pas passer un temps important sur... Mais quand même, dans ce qu'on appelle le devoir d'informer, ça pèse lourdement sur cette logique. Ça pèse lourdement, parce que CNews, maintenant, en termes d'audience et d'audimat, a les meilleurs chiffres. Et donc, moi, je sens dans le débat ou dans l'examen qu'on peut faire de la couverture de l'actualité médiatique qu'il donne le tempo. Ces journalistes, ces éditorialistes imposent des thèmes qui après sont repris ou que les autres médias se disent il faut qu'on recommande avec une tendance moi je trouve, à la radicalité dans les opinions. Oui. Alors, vous avez écrit, nous allons entrer dans le vif du sujet, vous avez écrit donc un livre, notamment le dernier sur Macron, le piège africain de Macron.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un nouveau chapitre à faire, ou peut-être un autre projet, mais comment analysez-vous cette séquence rapport Macron avec l'Afrique? Parce qu'il avait bien commencé avec de bonnes intentions. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui Il a été disruptif, comme beaucoup de présidents avant lui, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Il avait promis de se débarrasser des oripeaux du passé, de la France-Afrique et de faire autrement. Il avait fait travailler les gens pendant la campagne. Il y avait des idées, réduction de la présence militaire française sur le continent, développement économique, réconciliation mémorielle. Tous ces thèmes-là, par exemple, ont été déclinés lors de son premier discours à Ouagadougou, premier discours destiné à l'Afrique et notamment à la jeunesse africaine. Après, il y a eu des problèmes de style et la manière n'a pas toujours été la bonne. Ce premier déplacement qu'il avait fait avant Ouagadougou à Gao, convoquant un peu comme un sous-préfet le président malien de l'époque dans des préfabriqués de l'armée française pour montrer la puissance militaire, le nouveau chef de l'État qui s'installe, chef des armées. Ça, c'était assez maladroit, l'affaire des Kwassa-Kwassa, qu'il avait eu aussi en Allemagne lorsqu'il avait cité les femmes africaines qui faisaient beaucoup d'enfants. Tout ça a été mal interprété, c'est un style qui a gêné, qui a irrité. Parce que dans la relation entre la France et l'Afrique, on ne peut pas oublier le passé. Bien sûr. Et il y a une susceptibilité aussi qui peut se comprendre de la population africaine, des jeunes Africains, par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que bon, il y a une dimension gadget, il a créé pas mal d'outils qui... le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique notamment. Absolument, qui se sont révélés vraiment coquilles vides en réalité. Hein. Presque. Qui ont fait un travail, qui ont fait un travail de monitoring, de réflexion, mais comme souvent en France, on crée des structures, mais on ne leur donne pas forcément les moyens pour exister. C'était des structures essentiellement bénévoles, donc les gens ont aussi une autre activité, donc ça part avec le temps, tout ça part un peu en désuétude, les gens s'investissent pas comme il le faudrait, et puis vous savez, l'actualité d'un président français, c'est pas que l'Afrique. Absolument. C'est les affaires du monde. Là, vous avez bien vu qu'avec, depuis la guerre en Ukraine, une grande partie de la tension française au niveau diplomatique se porte sur cette zone géographique, encore plus avec le nouveau mandat de Donald Trump qui nous cause bien des soucis au niveau international, que ce soit les tarifs, que ce soit la gestion de la guerre à Gaza. Donc voilà, au niveau des priorités stratégiques, la France a beaucoup d'autres chats à fouetter. Absolument. C'est-à-dire qu'en réalité, Macron, il lui reste 2 ans pour terminer. Il n'a plus rien à offrir en réalité. Et on voit que le prochain sommet France-Afrique est organisé dans un pays anglophone. Bon, ça marque cette orientation nouvelle, mais en réalité, mais on va vers où avec tout cet univers chamboulé? C'est un univers chamboulé. Les premiers sommets entre la France et l'Afrique datent des années 70. À l'époque du général de Gaulle, à l'époque de Jacques Chirac, il y avait des sommets très fréquemment. Ça pouvait être tous les ans pour certains ou tous les 2 ans, tout ça. Aujourd'hui, c'est de manière de plus en plus espacée. Sarkozy n'en a fait qu'un seul à Nice. Hollande en a fait 2, dont le dernier à Bamako. Macron en sera à son 2e. Dans la préparation et dans la réalisation de ces sommets, on essaye de changer un peu. Le premier sommet était un sommet consacré aux diasporas essentiellement, qui s'est déroulé à Montpellier. C'était déjà un peu disruptif. On n'invite pas des présidents africains, mais on invite des jeunes du continent ou des binationaux qui sont porteurs de projets économiques, sociaux, culturels. Ça a été très mal. Il n'y a pas eu de souffle. Non, ça a été assez mal vécu dans un certain nombre de pays africains. Et il y a un problème de suivi entre ces séquences qui sont très médiatiques et où le président peut aussi coopter des figures africaines, Achille Bembe pour Montpellier, ou un certain nombre d'activistes ou de chercheurs qui étaient là pour promouvoir aussi un narratif africain et le suivi. On n'est pas toujours au rendez-vous. Là, le sommet de Nairobi, on acte encore un acte disruptif. Ce sera la première fois dans l'histoire de ces sommets entre la France et l'Afrique qu'on va faire ça dans un pays
anglophone. Oui, mais en fin de mandat, est-ce que ça peut servir, ça? C'est vraiment... Ce sera le dernier sommet africain de Macron. Il va, comme à Ouagadougou, il va essayer de revenir sur, je pense qu'il va faire un peu plus simple, sur 2 ou 3 thèmes centraux. Expliquer que maintenant on est plus dans une coopération transactionnelle, donc c'est-à-dire que qu'est-ce que la France peut encore apporter dans cette coopération transactionnelle et qu'est-ce que l'Afrique peut aussi apporter et ce dont elle a besoin ou ce qu'elle veut faire avec la France. Donc on va se concentrer sur des secteurs qui sont sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle. On va être sur des thématiques comme ça. Il va y avoir une séquence encore mémorielle et celle des imaginaires aussi qui va être importante. Là, je pense que c'est plutôt un succès d'Emmanuel Macron depuis le premier mandat. Pas qu'on ait réussi à apaiser le prurit mémoriel avec le continent africain, mais on a engagé un certain nombre de séquences avec le Rwanda, avec le Cameroun notamment, avec le Bénin, avec des restitutions, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Algérie, bien que l'Algérie, le succès soit beaucoup plus mesuré et doit être relativisé. Et ce succès-là a obligé les anciennes puissances colonisatrices aussi à bouger. C'est ça. On voit bien le travail qu'ont fait les Belges, les Allemands avec le génocide Herero. Mais l'époque a changé aussi. Oui, l'époque a changé, mais ça a libéré certaines initiatives. Après, le principal échec de Macron sur le continent africain, il est avec les pays de l'ex-précaré francophone. Et encore une partie, et particulièrement les Sahéliens. Lors de sa campagne électorale de 2017 et même de son premier mandat, il avait l'idée de réduire la voilure militaire. Mais ça, c'est un sujet dont on a souvent discuté tous les deux, Hichem. Absolument. Il a aussi fait face au poids du corporatisme dans l'État français. Et on connaît la logique militaire, le lobby militaire français. Beaucoup ont voulu rester sur le terrain. Et cet ajustement, il a été fait au forceps. Et c'est souvent les pays qui l'ont imposé, soit par le Mali, contrairement à ce qu'on dit. Ce n'est pas le Mali qui nous a mis dehors militairement. Il nous a mis dans des conditions qui n'ont pas permis aux militaires français de rester sur le terrain, parce que les militaires français ne voulaient pas rester et être au même niveau qu'un groupe paramilitaire russe pour faire de la coopération. Après, nous avons été mis dehors au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal. Mais c'est peut-être un mal pour un bien pour la France, parce que ça l'a amené à repenser son modèle de coopération militaire. Fini les milliers de militaires français présents sur le continent, comme à l'époque. Maintenant, on va plus s'articuler sur une coopération légère avec des équipes envoyées pour faire de la formation. Et, je le pense, plus d'intervention directe. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette volonté qui est réclamée même par les Africains, disrupter, c'est-à-dire que sortir d'un cycle narratif et la manière d'aborder le... Est-ce qu'aujourd'hui, après cette expérience intense menée à l'opinion, est-ce qu'on peut identifier les véritables problèmes qui se posent d'abord à l'Afrique, puisque vous voyez, c'est un continent, autour du continent, il y a un storytelling terrifiant pour endormir. Mais est-ce qu'on peut identifier vraiment les éléments qui bloquent et les éléments qui pourront peut-être aussi sortir ce continent de... C'est très difficile de faire un bilan global sur l'Afrique. Oui, c'est sûr. Plus de 50 pays, 54, 55, selon les critères de l'Union africaine. Des éléments clés, peut-être. Mais avec des zones de développement géographique qui sont très différentes. Vous avez des exemples en Afrique de l'Est, notamment les pays de l'East African Community, avec des économies très dynamiques. Vous prenez le Rwanda, vous prenez le Kenya, l'Éthiopie, à la guerre, avec des dynamiques de croissance entre 7-8% par an, très importantes. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, depuis la fin de la crise électorale, tourne entre 6 et 8% de croissance. Le Maroc a une croissance estimée entre 4 et 5%. Même l'Algérie, c'est 3, 5, 4% de croissance. Et l'Afrique australe, il y a aussi des pays qui se portent très bien. Le Botswana est un exemple. Après, dans les facteurs bloquants, il y a
problèmes récurrents, qui sont par exemple les changements anticonstitutionnels. Absolument. Ce qu'on vit depuis 2020 est quand même une nouvelle séquence importante de coups d'État. Et grave. On en est à 10. Ouais. 10 depuis 2020. C'est ça. Avec une 11e tentative qui a eu lieu au Bénin et qui a avorté dernièrement. Ce n'est pas des bons signaux pour les investisseurs, pour les hommes d'affaires. Oui, dans cet esprit, vous avez raison de souligner cette dimension d'instabilité et puis ce problème de l'alternance politique. Voilà. C'est-à-dire, il y a oui, allez-y. Non, mais il y a aussi, j'allais y venir, ces problèmes démocratiques. On a vu un certain nombre d'élections contestées et souvent, certaines d'entre elles, contestables. La Tanzanie dernièrement, le Cameroun encore dans une période un peu récente, il y a eu des exemples dans les deux Congos. Il y a un certain nombre de processus électoraux que les acteurs de l'opposition n'acceptent pas, et avec toujours des problèmes récurrents. Pour en revenir à la base, il y a des problèmes sur les listes électorales, il y a des problèmes de compilation, de tripatouillage électoraux après dans les centres régionaux. Ça ne donne pas une bonne image. Oui. Mais pas seulement, c'est certain, mais... Parce que ces changements s'accompagnent aussi, quand c'est des changements anticonstitutionnels, peuvent s'accompagner de modifications des environnements des affaires. Et donc, ça, ce n'est pas des bons signaux pour le marché. D'autant que la perception des risques, vous le savez, Hichem, souvent, elle est surévaluée pour l'Afrique. Absolument. L'Afrique est un continent où il y a des marges, où il y a des bénéfices qui sont très importants pour les entreprises. Mais dans le monde occidental, notamment dans nos sociétés européennes, on a tendance à surévaluer le risque africain, pour des problèmes aussi qui peuvent être des problèmes d'image et d'ONG qui vont attaquer un certain nombre de grands groupes ou de sociétés africaines. Et ces choses-là, à mon avis, doivent faire partie des combats que doivent mener aussi les Africains pour expliquer, notamment auprès des agences de notation ou un certain nombre d'acteurs économiques, que le continent africain est un continent où on peut faire de la croissance, où on peut faire des bénéfices, où on peut investir dans la durée. C'est-à-dire qu'on observe dans tout ce que vous venez de parler, c'est qu'il y a de nouveaux facteurs, notamment ce souverainisme et cette espèce de panafricanisme. C'est-à-dire que ça explique que l'Afrique a besoin d'une nouvelle décolonisation. Mais ça reste complètement vague et un peu idyllique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis la crise ivoirienne, même de 2011 ou même avant, on parlait en Côte d'Ivoire de deuxième indépendance. C'est ça. Donc on reste sur ces thématiques-là. Moi, je crois que l'Afrique et un certain nombre de pays ont déjà acquis depuis très longtemps leur indépendance et ne sont plus dans une relation tutélaire avec une ancienne puissance coloniale. La France, le volume d'échanges avec l'Afrique, c'est 4 à 5%. La Chine, c'est 22% maintenant. Vous voyez des pays comme la Turquie, dont les échanges ont été multipliés par 6 ces 15 dernières années avec l'Afrique, avec une compagnie aérienne qui se rend partout, avec des grands conglomérats économiques, avec des investissements dans les infrastructures aussi, des ports, des routes, des aéroports. L'Afrique est globalisée et la plupart des dirigeants africains maintenant savent jouer des uns des autres pour tirer le meilleur parti. Après, il y a des problèmes aussi de surendettement qui reviennent sur le continent. On a vu le cas du Ghana avec une dette un peu critique, l'Éthiopie, il y en aura peut-être d'autres en Afrique de l'Ouest. Les niveaux d'endettement sont beaucoup moins élevés qu'ils peuvent l'être au Japon ou en Europe, tout ça. Mais la soutenabilité de cette dette par rapport au marché ou ce que les gens pensent du marché est très importante. Ce qui est important, c'est de chercher les facteurs pour permettre le basculement de l'Afrique dans un autre cycle. Est-ce que les diasporas africaines, qui sont, c'est une notion très très mal appréciée, mal cernée, parce qu'au fond, les connaisseurs savent que le link entre les diasporas africaines et la réalité des pays africains, c'est vraiment un salut certain, parce qu'il y a la connaissance de deux mondes, et c'est un élément qui ne semble pas aujourd'hui fonctionner. Écoutez,
ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne peut-être pas institutionnellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à institutionnaliser la chose pour donner des moyens, notamment pour nous les diasporas, en France, quand on appelle diaspora africaine, en fin de compte, c'est des Français. Oui. Mais c'est des Français qui ont des origines étrangères ou qui sont binationaux. C'est ça. Les diasporas africaines, normalement, dans le sens normal du terme, ça devrait être les diasporas des pays d'Afrique qui sont sur le continent. Mais souvent, c'est des communautés partagées. Oui. Et ces gens-là, ils sont très utiles. Et souvent, ils ont une activité économique qui peut être entre deux continents. Moi, je vais vous prendre l'exemple d'une start-up qui est dans l'IA, pas très loin de chez moi en Guin. Oui. Ils travaillent depuis la France, avec des équipes en France, mais ils ont aussi beaucoup de contractants en Algérie pour proposer des solutions IA. Vous savez, il y a plein d'exemples comme ça. Oui, mais souvent, ça fonctionne dans une zone de l'informel ou des... Pas informel, mais c'est pas connu. C'est ça. C'est des entreprises individuelles. On n'a pas encore réussi à formaliser. Est-ce qu'on va le réussir? Je ne sais pas. Il y avait ce projet c'est un des derniers papiers que j'ai laissé à l'opinion, de Haut Commissariat à la diversité et aux diasporas. Mais vous avez vu le tollé que ça... c'est un gadget par rapport au projet de conseil présidentiel. Par rapport à l'extrême droite et à la droite française, qu'on dit que c'était quelque chose de communautariste et tout ça, et le Cornu pas le Cornu, Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a reculé, a dit qu'il n'y avait jamais eu ça dans l'esprit du président. Mais oui. On a du mal à avancer sur ces questions-là, parce qu'il y a aussi un débat très idéologique derrière tout ça. Aujourd'hui, vous parlez d'économie, vous avez raison, c'est-à-dire que l'Afrique est mondialisée et on le voit à travers des acteurs, et notamment les membres du BRICS sont très présents sur le continent africain. C'est que pour vous, quels sont les éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir profiter de cette pluralité en termes de présence, et pour que l'Afrique, bon, on parle avec une adresse unique, mais en réalité, il y a les Afriques. Comment faire profiter l'Afrique de tout cela ? Je crois que c'est aux dirigeants africains et à leurs stratèges économiques de faire la balance de choses et d'essayer de tirer le meilleur profit de toutes les coopérations ou de tous les investissements possibles. Il y a des pays qui le font très bien. Par exemple, qu'est-ce qu'ils vont chercher en Inde? Ils peuvent aller chercher de l'IA, de l'éducation en ligne, des choses comme ça. C'est un sujet dont on avait parlé aussi, Hichem. Sur un continent où il y a à peu près 4 enfants par mois, un taux de démographie de 2,3, les besoins en infrastructure et en école sont gigantesques. Ça représente des coûts énormes. Si on peut dématérialiser un peu tout ça en faisant de l'enseignement en ligne, c'est une chose. Sur les infrastructures, il y a des expériences à tirer de la Chine, notamment, qui a bâti une économie résiliente, des infrastructures, et qui a su aussi concentrer sur certains pôles, du portuaire, de la logistique, tout ça. Avec 1 million de Chinois en Afrique. Oui, avec 1 million de Chinois en Afrique. Ce qui manque souvent, c'est une stratégie qu'il faut penser aussi un certain nombre de villes ou de places africaines comme des hubs. Qu'ont fait les Chinois ou les Asiatiques? C'est très simple. Ils ont des coûts à l'énergie qui sont beaucoup plus intéressants que dans le reste. Ils ont concentré une certaine activité pour avoir de la productivité, de la compétitivité. On peut faire ça en Afrique. Il y a le capital humain. C'est déjà en Éthiopie. Oui, c'est le cas en Éthiopie. Regardez Abidjan qui essaye de devenir une plateforme de transformation industrielle sur l'agroalimentaire. Regardez ce qu'a fait le Maroc, la révolution par rapport à son mastodonte, l'OCP, premier producteur au monde du phosphate. Avant, c'était un mastodonte pas forcément très bien géré. Maintenant, on est allé chercher de la valeur ajoutée, on fait de la transformation, c'est une niche, c'est même devenu l'OCP à travers l'OCP Policy Center, un instrument de lobbying, notamment en Europe ou de recherche, ça va le faire. Donc, il y a ces capacités. Le modèle marocain a fonctionné avec cette espèce de... C'est vraiment inattendu parce qu'aujourd'hui, il y a une cohérence globale sur le projet marocain en direction de l'Afrique notamment.
Oui, il y a une politique africaine, il y a des banques qui se sont projetées sur le continent, il y a des sociétés immobilières aussi, il y a une corrélation. Après, il y a la question du risque. Oui. Un certain nombre de banques aussi marocaines se rendent compte que, comme les banques françaises à un moment, est-ce que c'est intéressant d'aller investir dans la bancarisation dans des villages reculés ou dans des petites villes reculées? Tout ça, c'est à prendre en compte. Hein. Il y a une volonté, il y a un tropisme marocain. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoquer les institutions africaines, genre l'Union africaine, la CEDEAO et d'autres organisations régionales. C'est-à-dire qu'on voit que ces organisations sont en crise totale et n'assurent pas du tout cette envie de travailler en commun en Afrique. C'est une structure institutionnelle qui ne font que la présence. Oui et non. Il y a quand même une réflexion. Il y a un agenda 2063. Il y a des chefs d'État africains comme Paul Kagame qui ont insufflé une dynamique. Il y a des plans. On réfléchit même sur l'IA, le spatial maintenant. Après, il y a des problèmes de fonctionnement. Et d'inertie. Interne, d'inertie. Il y a des problèmes par rapport aussi à la charte de l'Union africaine et de ce qu'on peut appliquer. On le voit. 10 coups d'État réussis depuis 2020, à chaque fois des suspensions, même certaines condamnations, mais il n'y a pas le leverage, l'inertie, comme il y avait un moment, peut-être à l'époque où la présidence de la Commission était dirigée par Alpha Oumar Konaré, où on avait un véritable chef d'État qui pouvait imposer aussi, ou discuter avec ses pairs pour imposer des règles et des valeurs communes. Après, il y a aussi un certain nombre de conflits au sein même de l'UA qui paralysent, notamment la question du Sahara occidental, où l'Algérie et le Maroc s'affrontent sur un certain nombre de dossiers qui n'ont rien à voir avec celui-là, mais se mettent des bâtons dans les roues. Bon, il y a une maturité à acquérir, mais il y a des projets qui avancent. Regardez quand même la ZECLAF. Ce n'est pas encore la panacée, on n'a pas réussi l'intégration, le marché libre n'est pas encore effectif partout, mais on avance pas à pas. C'est un processus progressif, c'est comme l'Union européenne, ça ne s'est pas fait en un jour. Mais les données ne sont pas les mêmes. Mais il y a des dysfonctionnements, il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes financiers et un certain nombre... c'est pas normal que ces structures dépendent encore autant de la dépendance de l'aide étrangère. Oui, mais il y a les ressources sur le continent. Oui. Et on est dans une... il ne vous a pas échappé qu'avec la politique de Donald Trump, avec la politique de certains pays européens, on est dans une réduction assez drastique de l'aide publique au développement. Donc il faut inventer de nouveaux modèles. Oui, mais inventer, ça reste vraiment le défi à relever pour les mois et les années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que avec cette espèce de tempête qui arrive avec Trump, qui bouleverse toutes les données, c'est même pas analysable, tellement c'est imprévisible. C'est-à-dire que, est-ce que mais l'Afrique ne l'intéresse pas du tout, même. Mais est-ce que ça a venu quel effet aura-t-elle sur le continent? L'Afrique l'intéresse quand même, mais l'intéresse... D'un certain point de vue. Oui, l'intéresse dans la compétition qu'il a avec la Chine, qui reste vraiment sa priorité. Les États-Unis veulent rester la puissance dominante au niveau mondial sur le plan politique, sécuritaire, économique. Et la formidable progression de la Chine depuis 20 ou 30 ans fait que ce modèle-là est complètement remis en cause. On le voit, je vais prendre un exemple. Le deal sur la RDC, via aussi la médiation du Qatar. Qu'est-ce que veut Trump? Pas directement exploiter les minerais critiques, mais veut, quand on examine l'accord, veut avoir un droit de regard sur qui va traiter les minerais critiques, les terres rares de la RDC, pour que ce ne soit pas la Chine qui puisse être l'acteur majoritaire dans leur exploitation. Pourquoi? On l'a vu récemment, dans le combat direct sur les tarifs qu'il a voulu instaurer à la Chine. La Chine a pris des mesures de représailles. Si vous m'instaurez des
tarifs assez prohibitifs sur un certain nombre de matières premières. Moi, je vais couper l'accès de tout votre secteur là, des GAFA aux minerais critiques qui leur servent dans la composition aussi d'un certain nombre d'outils de nouvelles technologies. Donc la Chine a les armes de représailles par rapport aux États-Unis. Donc cette politique africaine, il y a ça. Après, il y a une partie aussi lutte contre le terrorisme sur lesquels les États-Unis historiquement étaient très présents depuis 2001, sur lesquels ils veulent aussi rester. Il y a tellement de sujets importants, vraiment, on est obligé de se limiter parce que sur cette projection, il y a deux éléments qui peuvent bouleverser la donne. C'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est en mesure de... Bon, je ne vous demande pas d'être devin, mais au moins, parce que c'est un bouleversement total. Et le deuxième élément, sur cette problématique, un triptyque diplomatie, économie, sécurité, c'est comment ça va être, par qui ça va être irradié, influencé. Sur l'IA, pour vous dire, j'étais un béotien jusqu'à une période assez récente sur l'IA. C'est un outil fantastique. Je m'en sers de plus en plus dans mon travail quotidien. Pour mes recherches. C'est ça. Il faut vérifier, il peut y avoir des erreurs, mais il y a une vitesse de pensée de ces systèmes-là qui est incomparablement supérieure à la capacité, à la capacité humaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Souvent, il faut bien connaître les sujets quand on utilise l'IA. Et c'est dans le questionnement aussi, dans la manière dont on peut l'utiliser. Mais on gagne un temps fou dans notre travail quotidien, qu'on soit chercheur, qu'on soit journaliste, qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit conférencier. Pour moi, c'est à peu près le même cap technologique que l'Afrique pourrait en espérer, que celui du téléphone mobile. Ça a révolutionné les pratiques sur le continent. Quand vous étiez agriculteur de cacao dans un petit village du Ghana et tout ça, et que vous étiez confronté à la voracité des négociateurs ou des traitants qui viennent chercher vos fèves de cacao, le fait d'avoir le mobile, d'être connecté au marché, de savoir à quel cours, à quel prix le cacao s'achète, vous n'êtes plus dans une relation de dépendance où on vient, où on vous force. On l'a vu sur le mobile banking. Oui. Un pays comme le Kenya a su en tirer profit. Certains pays africains ont plus dématérialisé leur économie. L'IA permettra de sauter des étapes. Par contre, il y a un problème structurel. On a besoin de centres de données. Pour le moment, l'IA africaine est encore beaucoup dépendante de l'étranger. Donc, surtout, il va falloir beaucoup d'investissements dans le... Oui, et l'Afrique n'a pas la maîtrise de sa data. Oui, n'a pas la maîtrise. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Mais ça fait déjà depuis plusieurs années que l'on dit que l'Union africaine, notamment, doit se pencher sur la souveraineté des datas africaines. Comment ça se fait que les Chinois et leur propre moteur de recherche et tout ça. Les Africains n'ont pas encore, ils vont devoir travailler là-dessus. C'est-à-dire que pour terminer... Ça peut être un beau projet panafricaniste. Oui, certainement, mais c'est-à-dire qu'il faut rester sur le verre moitié plein pour rester optimiste et se projeter dans l'avenir. Quels sont, selon vous, les éléments qu'on doit garder pour être dans cette tonalité? Il ne faut pas être pessimiste. Il ne s'agit pas de l'être. Il y a eu une période où on était dans l'Africa Rising, il y a une quinzaine d'années, tout le monde pensait... Il y a eu une période après la chute des matières premières, 2014, 2015, les crises, le Covid, tout ça, où on revient dans un scepticisme. L'un et l'autre ne sont pas justifiés. Il y a un continent qui se développe avec différentes vitesses selon les pays, selon les zones géographiques. Moi, ce que je vois, c'est que les zones plus intégrées, plus interconnectées vont beaucoup plus rapidement que celles qui restent simplement dans une logique d'exploitation de matières premières sans transformation et qui subissent les aléas du marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Regardez, des pays, Botswana,
gestion assez remarquable de la manière dont on gère le diamant. Ghana, Côte d'Ivoire, sur le cacao, qui est une matière première stratégique pour eux, ils gèrent plutôt bien aussi. Mais tout cela, ça ne fait pas masse. On voit que c'est un problème. Il n'y a pas une mise en relation au profit du continent de ces expériences qui sont très fortes, mais qui profitent d'une façon limitée, en tout cas. Je ne sais pas. Quand vous reprenez certaines économies, regardez l'économie africaine, toute la main-d'œuvre régionale qui vient travailler aussi dans ce pays-là, c'est des retours d'expérience, des choses. Après, ça dépend de plusieurs facteurs. Le développement, ça dépend des relations bilatérales, des capacités d'intégration, de la capacité des leaders politiques à avoir une ligne directrice sur le moyen et sur le long terme. Pourquoi des pays comme la Chine réussissent plutôt mieux? Parce qu'il y a un cap, il y a une stratégie à 15 ans, à 20 ans. Oui. C'est aussi ce qu'a un pays comme le Maroc aussi. Face à cette incertitude, on sera obligé de vous inviter pour continuer cette expertise et ce débat. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Bonne chance pour votre nouvelle étape dans votre vie et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Hichem. Au revoir, à la prochaine.